assister à ce meeting dans lequel vont intervenir bon nombre de secteurs en lutte, en commençant par les étudiants et étudiantes de certaines facs mobilisées, les lycéens, les lycéennes, des cheminots de Austerlitz et Saint-Lazare. Neil Rivli, un étudiant sud-africain qui vient nous parler de la mobilisation qui s'est développée ces derniers mois en Afrique du Sud. Fyodor Milov, l'avocat des Goodyear. Et Frédéric Lordon. Juste pour donner quelques éléments de cadrage et d'introduction avant de commencer, je voulais insister sur le fait que pour nous, étudiants pariens et des facs mobilisés en général, ce meeting porte un message politique fort qui est celui de la convergence entre les secteurs en lutte. Et on l'a appelé en fait toutes et tous ensemble. Et pour nous, le comité de mobilisation parien, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit toutes et tous ensemble? Je pense que c'est déjà ce qu'on va faire demain, le 31 mars dans la rue, c'est-à-dire se retrouver au même endroit, à une même heure, pour démontrer notre force et notre nombre. Mais c'est plus que ça en réalité, parce que notre conception du tous ensemble, elle se pense aussi de manière active, en positif, de manière vivante et combative. Et ce que ça veut dire, c'est d'abord se mettre en grève. Et pour les étudiants, ça signifie rompre avec la pression des cours, avec la discipline des examens, le stress, pour pouvoir s'organiser, récupérer la fac et la réinvestir. Donc je laisserai les collègues de Paris 1 et Paris 8 raconter ça un peu plus en détail. Maintenant, je pense que l'enjeu de cette grève, ingrédient fondamental du tous et toutes ensemble, c'est celle de s'étendre au monde du travail. Et demain, en réalité, c'est le début de ça. Il faut que les cadences s'arrêtent, que les chaînes s'arrêtent, que les travailleurs et travailleuses entament un vrai bras de fer et qu'on commence à construire une vraie grève générale qui commence demain et qui ne s'arrête pas. Et du coup, c'est un peu pour amorcer cette dynamique qu'on a décidé d'organiser ce meeting du coup avec Université Alternative et Convergence des luttes qui permet de mettre en action un peu ce principe-là de convergence et de se réunir dans une même salle et de commencer à discuter. Du coup, je ne parle pas plus longtemps et je laisse la parole à Leïla, une camarade de Paris 1 du comité de mobilisation, pour raconter un peu comment on a commencé à s'organiser autour de la grève à Paris 1. Merci. Ce soir aussi nombreux et surtout aussi motivés comme vous venez aussi encore de le montrer. Donc moi je vais faire un point rapide sur la mobilisation de Paris 1 du coup, qui a été assez incroyable ces dernières semaines. On a eu dès le 9 mars, donc dès le tout début de la mobilisation, on s'est retrouvé quand même à plus de 700 assemblées générales. Non seulement on n'a pas vu ça depuis des années à Paris 1, et même je pense ailleurs, non seulement on n'a pas vu ça depuis des années à Paris 1, mais personnellement, et comme je pense la quasi-totalité des étudiants actuellement, on n'a jamais vu en fait d'amphi aussi plein, ni pour une assemblée générale, et franchement, ni même pour un cours. Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable dans le fait de voir qu'on a réussi, dès le début de cette mobilisation, en quelques jours, à se rassembler aussi nombreux, à des centaines d'étudiants qui restent tous mobilisés jusqu'à aujourd'hui, donc pendant plusieurs semaines. Donc des centaines d'étudiants qui sont tout de suite aussi créés, qui ont réussi à se souder, qui ont créé un comité de mobilisation et qui depuis ont réussi à multiplier les actions, à multiplier les modes de mobilisation et à faire aussi que cette mobilisation prenne de l'ampleur dans Paris 1 notamment et qu'on soit encore de plus en plus nombreux en Assemblée Générale. Donc maintenant on organise quotidiennement, tous les jours,
tout un tas d'actions, des cours alternatifs, des projections de films dans différents centres de Paris 1. Et jusqu'à ce beau meeting ce soir où vous êtes vraiment nombreux et on accueille tout un tas de gens qui vont aussi contribuer à toute aussi cette effervescence. Donc, et non seulement on organise, nous à l'intérieur de notre fac, toutes ces actions pour nous, pour nous conscientiser encore plus, pour nous massifier encore plus, pour faire en sorte que cette mobilisation se développe et ne s'arrête pas. Mais on fait aussi autre chose, quelque chose de très important, qui est qu'on met des actes derrière la belle expression de convergence des luttes dont on a déjà parlé ce soir. C'est-à-dire qu'on a envoyé des délégations de Paris 1 à la fois pour soutenir des postiers en grève, l'usine de Renault-Lardy, les cheminots de Sterlis, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et on ne va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là parce que, non seulement parce qu'on va pas s'arrêter là parce qu'en fait, même s'ils auront tout essayé, on reste mobilisés, on va rester mobilisés jusqu'au bout, parce qu'ils ont tout essayé pour casser notre beau mouvement, qu'ils ont essayé, que le gouvernement a essayé de nous enfumer avec des espèces de petites modifications cosmétiques dans sa loi en nous faisant croire que comme ça c'était moins grave, que tout allait mieux passer, mais c'est pas ce qui s'est passé. À Paris 1 et ailleurs, on est tous toujours aussi mobilisés. Ils ont essayé, dans notre université comme ailleurs, par des fermetures administratives de la fac, aussi d'enrayer notre lutte, d'enrayer notre mouvement. Pendant quand même plusieurs jours, ils ont fermé Tolbiac, puis la Sorbonne, puis le Panthéon, tout ça pour nous empêcher, à la fois pour nous empêcher de nous mobiliser, tout simplement de nous réunir en Assemblée Générale, ce qui est quand même un droit assez simple et assez important à nous laisser. Donc malgré cette fermeture administrative et malgré aussi et surtout la répression non seulement de l'administration mais tout simplement des forces de police, il y a eu quand même une répression policière importante entre ces murs qui a fait que quand une assemblée générale a voulu se tenir, malgré malgré la fermeture administrative complètement anormale de l'université qui avait été décidée à 22h30 en pleine soirée, la veille d'une assemblée générale pour laquelle on avait notamment réservé un amphi pour lequel tout semblait être d'accord au niveau administratif. Donc malgré ça, on a réussi, nous, à se mobiliser à la Sorbonne. Et les gens qui ont voulu se réunir ici à Paris 1 ont été réprimés par la force, dans la violence, entre ces murs, ont été sortis de force de l'université. Donc malgré cette évacuation de l'Assemblée Générale, malgré les coups physiques, les coups symboliques de cette mobilisation, nous, ce qu'on leur a répondu et ce qu'on leur répond aujourd'hui, c'est qu'ils ne nous auront pas comme ça, qu'on ne va pas en rester là, et qu'on fera tout ce qu'il faudra pour pouvoir continuer cette lutte jusqu'au bout, que si la fac est fermée, eh ben on fera nos AG dehors, on l'a déjà fait. En quelques heures, on a réussi à mobiliser des centaines de personnes sur la place de la Sorbonne, alors que quelques heures avant, on ne savait même pas ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait aller. Si vous fermez la fac, on fera nos AG dehors. Si vous nous donnez des coups, comme vous l'avez fait, non seulement on restera là, mais on sera encore plus nombreux, parce qu'après avoir été 700 en AG, après s'être pris concrètement la répression policière dans la face, et bien quelques jours après, on était combien? On était plus d'1 millier dans cet amphi. Et quoi qu'il se passe, on sera là, on ne va pas s'arrêter, et je repasse le micro à ma camarade. Je passe la parole aux camarades du comité de mobilisation de Paris 8, Claire et Brian. Donc on est bien à la bourre parce qu'on est en train de préparer notre intervention dehors, quand on nous a appelés. Donc ça va être un peu à l'arrache. Donc bonjour à tous bonsoir à tous et à toutes. Du coup, nous à Paris 8, on a voté la grève depuis le 8 mars, donc ça fait un mois qu'on est en grève. Du coup,
AG toutes les 2 fois par semaine, des AG centrales de l'université qui réunissent entre 500 et 800 étudiants. On a des AG du FR en fait qui se sont mis en place, qui permettent des cadres où les gens ils puissent venir parler plus facilement, voilà, où c'est moins formel, il y a moins de 800 personnes en fait. Et du coup ça ramène du monde, donc par ailleurs il y a des AG du FR qui ont voté la grève. Donc il y a l'UFR d'art qui réunit la philo, le cinéma, le théâtre qui est en grève en fait depuis aussi un mois. Il y a l'UFR dans le département de sciences politiques, le département de psychologie. Voilà, il y a tout un tas de départements qui sont en grève. Il y en a d'autres qui restent encore à convaincre, mais voilà, c'est là-dessus aussi que ça bouge bien et que ça crée des dynamiques sur la fac. Voilà, voilà, chaque UFR en fait organise des cours alternatifs, des activités voilà, à l'extérieur et c'est super chouette. On a aussi un comité de mobilisation comme à Paris 1. On a des commissions qui permettent de faire vivre l'autogestion parce que c'est important ça pour nous de faire vivre l'autogestion, c'est-à-dire que tout le monde prend les décisions et tout le monde puisse participer quoi. Et ça c'est super chouette. Voilà. Et après pour raconter un peu comment ça se passe, donc nous on a bloqué la fac en fait le 17, on a bloqué la fac le 24. Et là, on a voté la semaine dernière le blocage intérieur et total de l'université. Le mardi. Et ça a fonctionné, hein, du moins une bonne partie de la journée. Donc c'est bien parce qu'en fait, ça permet à tout le monde de se mobiliser et notamment aux gens dont les profs ne banalisent pas les cours. En fait, ça permet à tout le monde de pouvoir faire grève. Et ça, c'est important pour nous. Quand on vote la grève, il faut que tout le monde puisse le faire avec un peu de cours qui se tiennent en fait. Ça permet aussi aux gens de discuter, c'est-à-dire qu'en fait c'est un espace de discussion où là les gens ils se rendent compte en fait qu'il y a quelque chose qui se passe sur la fac en fait. Il y a des gens qui bloquent le bâtiment et aussi ça permet de créer un rapport de force. Je pense que là il va falloir monter à la vitesse supérieure pour faire vraiment peur au gouvernement. Et du coup j'espère que le 31 c'est vraiment que le début et que ça va durer encore longtemps et qu'on va faire reculer le gouvernement et plus encore. Bonsoir, alors moi je m'appelle Nathan, du coup je suis en terminale au lycée Autogérie de Paris et... Merci. Non, juste en fait, quelque chose que j'ai dû un peu rajouter à la dernière minute dans mon intervention, qui est sorti il y a quelques heures, c'est qu'en fait on a appris que, enfin je voulais commencer par ça, parce qu'avant de vous raconter ce que ce mouvement il va être dans les prochains jours, avant de vous raconter ce qu'il a été dans les dernières semaines, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il y a eu l'annonce de entre 20 et 25 lycées parisiens qui vont demain être fermés administrativement, comme l'a été Paris 1, pour empêcher les blocages, pour freiner la mobilisation sur les lycées. Un exemple, c'est le lycée Paul Valéry, un lycée du sud-est de Paris, qui en fait va être fermé demain alors que c'était l'un des poumons de la mobilisation. C'est scandaleux. Et mais la question qui se pose en fait, c'est qu'est-ce que le gouvernement il essaye d'empêcher? Qu'est-ce que le gouvernement il essaye de freiner en fait? Moi je pense qu'il y a deux choses. Le gouvernement, il essaye de freiner un mouvement qui demain sera beaucoup plus large, beaucoup plus fort que le 9, que le 17 et que le 24 sur les lycées. Mais une autre chose, c'est la jonction entre les salariés, entre les étudiants et entre les lycéens en fait. C'est le tous ensemble de demain qu'on va essayer de réaliser et c'est celui qu'on essaye de réaliser ce soir dans la salle en fait. Mais je pense qu'on est d'accord juste une chose, et ce meeting il en est un peu la preuve, c'est qu'en fait on est d'accord pour dire que la répression ça marchera pas, ça passera pas cette fois-ci, et ça passera pas, parce qu'ils ont déjà essayé quand ils ont gazé les manifestants, quand ils les ont matraqués, quand ils les ont enfermés dans les manifestations lycéennes. Ils ont essayé en tabassant le lycéen à Bergson la semaine dernière. Ils l'ont maintenu debout par 2 flics, et un troisième il lui foutait des patates en fait, c'est un truc de ouf. Et il y a des lycéennes qui étaient présentes. Et elles ont filmé la scène en fait. Elles ont filmé des flics qui leur disaient qui les menaçaient de viol derrière des camions en disant si tu filmes on va te violer. C'est ça le truc. Et ça on ne laissera pas passer. Ça ils ont déjà essayé et franchement on va leur rendre parce qu'en fait pour moi la répression c'est un pari osé du gouvernement, c'est qui tout double en fait. Soit t'arrives à démoraliser tous les lycéens, soit ils rentrent tous chez eux la tête basse et c'est terminé, soit tu fais face à une horde enragée en fait, des lycéens super nombreux qui n'ont plus aucune illusion sur l'État.
Parce qu'avec la répression, les masques qui tombent. Parce qu'avec du gaz plein les yeux, il n'y a plus personne qui dit que la police elle est là pour protéger qui que ce soit en fait. Et nous, on n'est pas trop prêts à nous décourager, du coup, attendez-vous à ce que ça pète. Mais juste maintenant, en fait, pour embrayer, pour que tout le monde dans la salle ait un peu une vision du mouvement sur les lycées de ces derniers jours et de ces dernières semaines, pour vous expliquer. Nous, sur Paris, on est rentré le 7 mars, c'était le jour de la rentrée. Et très rapidement, il y a des discussions qui ont émergé un peu partout sur la loi. Il y a des tracts qui ont fleuri partout. On a tous vu en fait ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout le monde avait en ligne de mire le mercredi 9 et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Et bien le mercredi 9, 2 jours seulement après la rentrée, il y avait plus de 1000 lycéens en manif à Paris. Il y avait 120 lycées bloqués à l'échelle nationale. Et dès le 9 après-midi, en fait, on a commencé à venir pour la première fois une AG interlycéenne avec, du coup à l'époque, il y avait une centaine de lycéens pour une quinzaine de lycées représentés. On a commencé à appeler à poursuivre le mouvement à travers la date du 17, qui était appelée à travers toute la jeunesse. Et le 17, on était 3 fois plus dans la rue en fait. Il y avait plus de 3000 personnes, il y avait plus de 200 lycées bloqués à l'échelle nationale. Et on s'est de nouveau réunis. Excusez-moi. C'est ça, et on a commencé à voir une chose, c'est qu'à Paris a commencé à naître une coordination interlycéenne, mais sur d'autres villes aussi. Sur d'autres villes, il commençait à y avoir des coordinations dans plusieurs villes de France, comme à Rennes, comme à Toulouse, comme à Clermont-Ferrand, comme dans plein d'autres villes. Et alors moi j'ai un message à tous les Pierre Gattaz, tous les Macron, c'est si c'est si sympathique la précarité de la jeunesse, 25% de chômage chez les jeunes, c'est super cool en fait. Bah si c'est si cool, bon, on va faire un truc, venez taper à notre place en fait, y a pas de souci. Un contrat d'apprentissage pour payer un quart de sous, y a pas de souci, venez travailler à notre place. Juste pour finir rapidement, en fait, moi je vais ajouter une chose. Moi je suis né en début 98 et tous les lycéens. Bonsoir. Les lycéens aujourd'hui, voilà, on est à peu près tous nés un petit peu avant les années 2000. Et en fait, c'est-à-dire qu'au début de la crise, en fait, on avait 8, on avait 9 ans, en fait. Ce genre de truc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas responsable de cette crise, en fait. C'est que les patrons, ils se font une suite de ouf, ils sont des profits genre toujours grandissants. Ils nous demanderaient à nous, alors qu'on n'a rien à voir avec ça, de payer leur crise, de nous serrer la ceinture pour eux. Et ça, c'est hors de question qu'on comme ça. Parce que moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, en fait. J'ai rien à voir avec cette histoire. Et c'est pour cette raison. Et c'est pour cette raison qu'en fait le gouvernement, il peut se moquer, il peut nous faire passer pour des gros cons, il peut aussi nous matraquer, il peut nous gazer, il peut nous interpeller. En fait, et nous on va continuer. On va continuer parce qu'on est la génération qui se laissera pas faire, la génération qui refuse de mourir d'épuisement au taf juste pour payer la nouvelle caisse de je sais pas quel patron en fait. Et c'est pour ça que moi je suis très heureux d'être là ce soir, d'avoir été invité à la tribune, parce que j'ai l'impression que ce meeting il pose les bases de ce qui devrait exister dans chaque fac, dans chaque lycée, dans chaque lieu de travail en fait. Il pose les bases d'un mouvement large, d'un mouvement uni, qui ne s'arrêtera pas au retrait de la loi et qui va continuer ensemble dans la rue à partir de demain. Je suis cheminot à la gare Saint-Lazare, donc j'ai aussi fait des et militant à Sud-Rail Saint-Lazare. Et donc je rejoins entièrement ce qui a été dit par Fabien et par les intervenants précédents. Mais on a une situation qui est un peu particulière à la SNCF, c'est qu'on a notre propre attaque qui est de la même gravité que la loi travail, mais avec une colère qui s'est exprimée le 9 et qui fait que grossir, et dans les gares, on l'a vu, il y a eu un taux de mobilisation historique, on a eu 60% nationalement, mais avec des pointes dans certains services comme les contrôleurs ou les conducteurs ou des agents d'escale dans pas mal de gares à 80-90% de grévistes, ce qui est vraiment historique.
Mais il y a une petite contradiction, c'est que comme c'était une réforme qui était annoncée de longue date et avant la loi travail, les états-majors syndicaux avaient prévu un calendrier de mobilisation qui s'étend jusqu'au mois de mai ou de juin. Et là, malgré la grève du 9 mars et malgré toute l'agitation qu'il y a dans la société autour de la loi travail, en bonne partie grâce à la jeunesse, pour l'instant le calendrier de mobilisation n'a pas encore été officiellement modifié. Et donc il y aura une grève des cheminots demain qui sera massive, mais ce qu'il faudrait, c'est pas juste une journée le 9, une journée le 31 et une journée encore plus tard. Là, l'enjeu, ce qu'il y a devant nous, la marche à franchir, c'est qu'une grève reconductible à la SNCF Alors nous, à la SNCF, on fait partie des secteurs où quand on est en grève reconductible, ça se voit et ça a un impact sur l'ensemble de la société, avec la fameuse capacité de blocage ou prise d'otage selon la version. Mais c'est pas que de ça qu'il s'agit, puisque la grève reconductible, ça a été expliqué tout à l'heure par les étudiants et par d'autres secteurs, ça le sera encore, c'est libérer du temps pour militer pour la grève, pour aller voir d'autres collègues, pour aller voir d'autres secteurs et pour être des militants actifs de la grève. C'est pas simplement bloquer le pays, même s'il faut y arriver aussi. Et donc pour nous, la bataille qu'on est en train de mener à la SNCF et un peu partout, c'est la même. C'est l'idée que c'est à partir de demain qu'il faut que le mouvement commence pour de bon. Et ce sera discuté dans toutes les assemblées générales à la SNCF demain. Mais c'est pas gagné que ça reconduise dès le lendemain, il faut s'y préparer. Ça en discute, mais il y a encore du mûrissement à faire. Et ça a été dit par Fabien, mais vous avez un rôle énorme à jouer. Et moi, c'est un rôle qu'on a tenté de jouer. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais étudiant pendant le mouvement sur le CPE. On avait mis des semaines à se poser cette question-là et à finir par sortir des universités pour aller voir les entreprises et essayer que la grève se propage. Ça avait un peu marché, il y avait eu des grosses journées de grève. Au moment où elle s'était accélérée, le gouvernement avait dû finir par retirer le projet pour éviter la grève générale. Là, vous avez fait ce chemin-là beaucoup plus vite que nous à l'époque et c'est un acquis énorme, mais on n'y est pas encore. Et on fait partie à la SNCF, je pense, des secteurs qui sont sur le fil du rasoir, qui pourraient partir en grève avec la bonne pichenette, mais il y a besoin de la donner. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, nous, à la SNCF, de vous, très directement. On a besoin que les étudiants, les lycéens fassent irruption dans les gares pour aller discuter, pas simplement avec les voyageurs, mais directement avec les cheminots sur leur poste de travail. Et donc, on ne suit pas notre propre petit calendrier qui était prévu à l'avance en regardant d'un œil sympathique ce qui se passe. Il y a une lutte aujourd'hui où chaque secteur doit s'intégrer avec ses propres revendications, que ce soit à la Poste, que ce soit les Goodyear, que ce soit dans d'autres entreprises. Chaque secteur aujourd'hui a des revendications propres, que ce soit contre les suppressions de postes, contre l'augmentation des cadences, contre les réorganisations qui n'en finissent plus, donc nous contre le décret socle et la convention collective qui se prépare. Et il y a besoin, dans les semaines qui viennent, donc le 31, demain, ce sera le pic pour l'instant parce que ce sera plus gros que le 9, mais c'est loin d'être la fin. Ça veut dire prendre cette idée-là au sérieux et organiser dans les jours qui suivent avec les étudiants et avec l'ensemble des secteurs qui auront reconduit la grève, s'organiser pour inonder la société d'agitation, en commençant par les entreprises où ça peut partir. Et donc là, on vous l'a dit, il y a besoin que vous veniez nous voir. Et en échange, entre guillemets, on a aussi des services qu'on peut rendre en tant que cheminot à la mobilisation. Et un service qui est évident, c'est que par exemple ce week-end, il y a une coordination nationale étudiante sur la post-vérité. Et d'après ce que j'ai compris, les étudiants ne roulent pas sur l'or et auront un peu de mal à se payer eux-mêmes leur billet de train. Pour moi, c'est un lien évident. Il faut que les assemblées générales étudiantes votent des motions qui demandent aux cheminots la gratuité des transports pour les délégués. C'est des discussions qu'on a commencé à mener et qu'on va continuer à mener ensemble dans les mêmes AG. Et donc demain, c'est à vous aussi de vous pointer dans les gares pour intervenir dans les AG de cheminots, dans les AG des autres secteurs, que des cheminots interviennent dans vos AG et qu'on commence à construire un mouvement ensemble et pas en saucissonnant les luttes, chacun dans son coin. Merci. Du droit du travail qui est connu pour avoir réussi à faire sauter un certain nombre de plans de licenciement. C'est par ailleurs celui qui défend actuellement les camarades de Goodyear qui ont été condamnés
Déjà, merci de m'avoir invité. Il y avait des caméras. D'accord. Moi, ça fait longtemps que j'étais pas dans cette amphithéâtre. Plus près de la bouche. Je suis un peu ému. Je suis un peu ému parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu intervenir dans cette amphienne. Ouais, j'entendais les copains tout à l'heure nous expliquer qu'il était né en 1998. Moi, j'ai pris la parole ici pour la première fois, exactement à l'emplacement où je me trouve, en 1988. Quelques années plus tard, dans cet amphithéâtre N, au moment où on se battait contre le CIP. Je sais pas, peut-être que certains ont étudié ça dans les livres d'histoire. À ce moment-là, on était moins nombreux que vous ce soir, dans la plus grosse AG contre le CIP, et on a obtenu qu'il retire cette loi sur la... C'est exactement ce sort-là qu'on réserve à la loi travail. Vous savez, je voudrais vous dire très sincèrement quelque chose. Moi, je suis impressionné. Impressionné par votre lucidité, par la conscience que vous avez de la nécessité d'aller le plus massivement possible, vous les jeunes, dans la rue, pour arracher le retrait de cette loi dite travail, qui est en vérité une loi de retour en arrière à l'âge de pierre sociale. J'ai pas beaucoup l'occasion d'intervenir dans les universités. En revanche, avec mon pote Michael Wamin, que vous connaissez, le responsable de la CGT de Goodyear, ça fait quelques semaines qu'on fait le tour de France pour aller dans les entreprises, pour aller dans les mairies, rencontrer des salariés qui expriment leur volonté de se solidariser avec les 8 camarades de Goodyear qui ont été condamnés à de la prison ferme et qui, donc partout dans le pays, sont en train de mettre en place une mobilisation formidable pour qu'en appel, on obtienne la relaxe de ces 8 potes. Vous pouvez aisément imaginer que depuis 2 ou 3 semaines, chacune de ces réunions que nous faisons pour faire grandir la mobilisation en faveur de la relaxe des salariés de Goodyear est indissociable de la mobilisation qui monte aussi pour obtenir le retrait de la loi travail. Les deux sont étroitement mêlés. Et ce que je constate, c'est que partout dans le pays, il y a une conscience chez ceux qui sont mobilisés chaque jour davantage pour imposer le retrait de la loi El Khomri, il y a une conscience qu'on ne gagnera pas sans la jeunesse. On parlait là, tout à l'heure, je crois que la plupart des intervenants parlaient de convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est bien sûr aller se soutenir les uns les autres, mais de mon point de vue, c'est d'abord et avant tout la conscience qu'on ne peut pas gagner les uns sans les autres. Franchement, pas plus tard que... c'était quand? C'était vendredi. Vendredi, il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lens, une réunion extraordinaire, comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps, de toutes les organisations syndicales venant du bassin minier, qui se retrouvaient pour organiser la journée de demain. Il n'y avait pas un étudiant, il n'y avait pas un lycéen présent à cette réunion. Mais je peux vous garantir que tous les intervenants ont rappelé que si la jeunesse n'est pas avec nous dans la rue, on n'arrivera pas à imposer le retrait de cette loi. Ça c'est clair et ça c'est net. Et vous le savez, et c'est formidable de voir à quel point vous êtes lucide. Lucide parce que c'est pas la première fois qu'une loi est présentée au Parlement pour faire
marche arrière sur le terrain social. En vérité, depuis que vous êtes nés pour la plupart, vous n'avez vu passer que des lois sur le terrain social visant à remettre en cause les droits des salariés. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Mais franchement, je vous le dis solennellement. Solennellement. Cette loi-là, elle n'est pas comme les autres. Cette loi-là, s'ils arrivent à la faire passer, nous changeons de système. Le recul que ça va entraîner va tout simplement modifier du tout au tout les rapports de travail dans ce pays. Et je prends mes responsabilités d'ouvrier du droit quand je vous dis ça. Vous savez, le code du travail, pour moi, c'est l'instrument avec lequel je vais à la bagarre tous les jours pour tenter de faire reculer, modestement, les multinationales qui font toujours passer la loi du fric avant la vie des uns et des autres, des êtres humains, qui foutent à la rue par milliers. Le code du travail, c'est une arme contre eux. C'est une arme complète. Mais c'est pas juste un texte qu'on se fait plaisir à commenter, c'est véritablement un instrument avec lequel on peut les faire reculer. C'est pas ça qui va nous permettre de faire la révolution, hein, je vous rassure. Hein, ça reste un livre à l'intérieur duquel on a quand même principalement ce que certains appelleraient du droit bourgeois. Mais il n'en reste pas moins que concrètement, dans les luttes, le code du travail, c'est un instrument avec lequel on fait peur à l'adversaire. Et parfois même, on arrive à le battre, ou en tout cas à le faire reculer un peu. La principale cible de cette loi El Khomri, sachez-le, vous le savez probablement, mais je vais vous le redire, c'est de faire en sorte qu'en France, comme partout ailleurs en Europe, il n'y a plus qu'en France que c'est pas encore possible, que ici, comme partout ailleurs en Europe, on puisse licencier les gens par milliers sans avoir à présenter la moindre justification. Qu'on puisse ici, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme maintenant depuis un an en Espagne, fermer une usine, fermer une entreprise et dire aux salariés, écoutez, prenez vos clics et vos claques, vous n'avez même pas à recevoir de notre part la moindre justification. Ah, pardon, si, on va vous en donner une justification, mais cette fois-ci, on ne va pas vous mentir, on va dire vraiment pourquoi on la ferme, cette usine. On la ferme parce qu'en la fermant, on se fera plus de fric. C'est déjà le cas dans bien des pays qui nous entourent. Vous savez, en Angleterre, quand on ferme une usine, personne ne vient prétendre que c'est pour baisser le taux de chômage. Quand on ferme une usine en Angleterre, personne ne dit que c'est pour sauver les emplois des salariés qui ne seront pas licenciés. Quand on ferme une usine en Angleterre, on vient dire qu'on vient fermer l'usine parce que l'actionnaire l'a réclamé afin que les bénéfices du groupe augmentent encore davantage. Ça, en France, on ne peut pas le dire encore. Mais je vous garantis que si cette loi travail passe le lendemain, vous allez les entendre venir vous expliquer pourquoi ils continuent à fermer massivement des dizaines et des dizaines d'entreprises dans ce pays. Tout ça sur l'autel du profit. Vous savez, il y a derrière cette remise en cause du droit du licenciement, derrière cette remise en cause de la possibilité de dire à un groupe, à un patron, non, tu ne peux pas licencier comme bon te semble. Non, si tu fais des profits, tu n'as pas le droit de venir supprimer mon emploi. Cette possibilité de dire et d'opposer le droit à cette espèce
de bulldozer des profits pour quelques actionnaires déjà multimilliardaires. Cette possibilité-là, n'exagérons pas sa portée, hein, parce que le Code du travail, vous le constatez tous les jours, aussi déterminé soient les salariés, aussi bon soit l'avocat, malheureusement n'arrive pas à endiguer de façon définitive les fermetures d'usines, hein, les démantèlements de milliers et de milliers d'emplois. Ce Code du travail, c'est pas, comment dire, une boîte magique avec laquelle on peut modifier du tout au tout les rapports de force. Mais c'est quand même un instrument avec lequel, encore une fois, on arrive de temps en temps à les faire reculer. Et si ils enlèvent cet instrument, et que soudainement, ils se retrouvent en toute liberté, capables de venir détruire tous les emplois qu'ils ont envie de détruire, afin d'accroître encore davantage leurs profits, je peux vous garantir que le monde dans lequel nous vivons en sera, mais totalement modifié. Et les salariés aujourd'hui dans les entreprises le savent, et c'est la raison pour laquelle la mobilisation qui est en train de grandir est aussi exceptionnelle, parce qu'elle est exceptionnelle. On le mesure tous. Et je termine juste sur une dernière... Merci à vous. Je termine juste sur une dernière petite observation. Parce que je veux pas trop vous saouler avec les détails techniques, mais quand même. Vous savez, en toile de fond de tout ça, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en toile de fond de tout ça, vous avez l'enjeu de la baisse des salaires. Ceux qui veulent absolument obtenir en France, et peut-être que certains diront tout à l'heure avec plus de détermination encore, ceux qui veulent absolument obtenir ici, c'est une baisse du coût du travail. Et pour arriver à cette baisse du coût du travail, ils ont élaboré une mécanique qui, si elle se met en place, sera d'une efficacité redoutable. La mécanique est la suivante. Libre de licencier, libre de menacer les salariés de fermer l'usine et de les virer sans aucune justification. Les patrons pourront mettre autour d'une table les organisations syndicales en leur expliquant que de deux choses l'une. Soit ils acceptent à l'intérieur de l'entreprise la mise en place d'un accord collectif qui diminuera de moitié les salaires, qui augmentera de moitié le temps de travail. Soit ils accepteront cette dégradation sans précédent de leurs conditions d'emploi, soit ils seront licenciés du jour au lendemain sans indemnité ou presque. Et je peux vous garantir qu'avec ce rapport des forces-là, ils seront très peu nombreux à pouvoir résister à la machine de négociation à l'intérieur de l'entreprise, qui en vérité est une machine pour imposer unilatéralement une baisse des salaires et une dégradation absolument scandaleuse des conditions de travail. Et on décrit ça, et on décrit ça, et on décrit ça, mais si ça arrive, je peux vous garantir que partout dans ce pays, on en sentira très concrètement, très quotidiennement les conséquences. Donc il ne faut pas que ça arrive. Le communiquer à tout le monde. Il faut lire la ligne de la démocratie.
Donc ça c'est le message de Jacques Rancière. Chers amis, empêchés d'être avec vous ce soir, je tiens à vous exprimer ma solidarité dans ce combat. Celui-ci ne concerne pas seulement les dispositions d'un texte législatif et ses conséquences pratiques. Une loi, c'est plus que des règles, c'est une manière de construire un monde en commun. Ceux qui nous gouvernent ne veulent pas seulement que le travail soit meilleur marché, ils veulent qu'il cesse d'être ce qu'il a été pendant près de 2 siècles. Un monde partagé d'expérience et de lutte, et le sentiment d'une puissance commune. Ils veulent qu'il n'y ait, en face des puissances de la domination, que des individus gérant leur capital humain. De loin en loin, ce qu'ils cherchent à produire, ce ne sont pas seulement des instruments du pouvoir, c'est la résignation, le sentiment qu'il ne sert à rien de lutter, et que le monde que nous subissons est celui que nous méritons. Ma pensée ce soir est avec ceux qui ont décidé de montrer qu'ils en méritaient un autre. Voici le texte d'Étienne Balibar. Je ne peux malheureusement pas être présent à votre réunion de discussion et de préparation pour la journée d'action du 31 mars, qui je l'espère sera une réussite. Mais je veux vous adresser un message de solidarité. Je le fais en tant que vieille universitaire et intellectuelle engagée dans la politique depuis mes années d'études. Non pas pour vous donner des conseils, mais pour témoigner d'un passage entre les générations. La loi El Khomri menace les acquis fondamentaux du droit du travail, sans offrir pour autant la moindre garantie de contribuer au recul du chômage. Cette calamité qui frappe aujourd'hui la jeunesse, et notamment celle qui est issue des régions et des quartiers déshérités, entretenant une désespérance grosse de tous les dangers. Au contraire, cette loi va augmenter l'insécurité sociale et la précarité de l'existence. Préparée par des négociations occultes avec le patronat, elle n'a tenu aucun compte des enquêtes sociologiques, ni des rapports officiels, ni des avis de la représentation parlementaire. C'est un déni de démocratie en même temps qu'une régression sociale. À quoi s'ajoute aujourd'hui, prenant prétexte de l'état d'urgence, des formes d'interdiction de la liberté, de réunion et de manifestation, et des violences policières qui rappellent des sinistres souvenirs. Une mobilisation massive, réfléchie, responsable mais résolue s'impose donc. Je suis heureux de voir qu'elle prend forme et vous adresse un cordial salut. Du coup, pour la dernière intervention, c'est celle de Frédéric Lordon. Je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter beaucoup. Je voulais juste rajouter un tout petit élément en fait, parce que je pense qu'il y a une petite spécificité pour laquelle on est très heureux et heureuse de l'accueillir ce soir. Dans cet amphi, c'est notamment en raison de la tribune qu'il a publiée en solidarité avec les étudiants et contre la répression. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, dans ce même amphi, des étudiants qui s'étaient réunis se sont fait matraquer. Il y en a beaucoup qui avaient le visage en sang. Et pour certains, ont fini en garde à vue et ont fait l'objet de poursuites. Je sais qu'il y en a certains dans la salle et je tenais juste à réaffirmer qu'on les soutiendra jusqu'au 9 mai, la date de leur procès prochainement. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis impressionné par ce qui se passe ici et par ce que vous faites, mais réellement. Et puis, comme j'ai un peu l'esprit d'escalier, il m'est revenu en tête, mais en entrant dans l'amphi, quelque chose que j'avais oublié, alors qu'il me semble important de vous le dire. On raconte souvent que la France n'exporte pas. C'est une énorme connerie. Nous exportons des biens de très haute valeur. Mais je veux dire bien plus que du parfum ou des sacs à main LVMH. En 2010, lorsque Cameron est arrivé au pouvoir, il a augmenté dans des proportions faramineuses les droits d'inscription aux universités.
Il s'en est suivi des manifestations considérables dans Londres. Et savez-vous ce que les étudiants anglais qui défilaient dans les rues de Londres chantaient en slogan? Tous ensemble, tous ensemble. Nous exportons la sédition, qui est le plus précieux des biens. Alors redressons la balance des paiements, inventons des slogans. Schopenhauer disait qu'on ne fait pas faire des ruades à un cheval de bois. Je ne suis pas sûr qu'on fasse faire des meetings à un universitaire, mais enfin, il me revient de conclure et je vais le faire à ma manière, donc peut-être il faut que je m'excuse par avance. Mais enfin, voyons. On a là un avocat teigneux, il nous manque le syndicaliste énervé. Hein. On a des étudiants qui ont passé depuis longtemps leur point d'ébullition. Des lycéens très à chaud également. Des camarades cheminots en lutte. Un étudiant sud-africain, je ne parle pas du chercheur égaré. C'est quand même un fameux ramassis, cette tribune. C'est la cour des miracles, il y a tout. C'est vraiment l'horreur, je veux dire, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar de ministres, de directeurs de cabinet, de conseillers techniques. Je pense même à ce pauvre permanencier des renseignements généraux qui est quelque part où nous saluons. Tout ça n'est pas drôle. Et c'est vrai que c'est l'horreur pour eux. Déjà, la sédition des jeunes au naturel, c'est leur hantise. C'est la hantise du pouvoir. Mais sa hantise au carré, c'est le contact des jeunes avec les classes ouvrières, et plus généralement avec le salariat, soit exactement ce qui est en train de se passer ici, ce soir. Au demeurant, nous le savons bien, cette catégorie de la jeunesse est des plus filandreuses. Elle est surtout utile au pouvoir pour créer des distinctions, donc des séparations. Là où en réalité il y a de grandes continuités, et notamment la continuité salariale. La continuité entre ceux qu'on forme, ou plutôt qu'on formate pour les apprêter bientôt au salariat, et ceux qui y sont déjà. Et certains d'entre nous, de nos camarades, viennent de nous en parler. C'est assez édifiant, n'est-ce pas? Et il vaut mieux en effet pour le pouvoir que ces continuités demeurent inaperçues. C'est que du moment où elles viennent à l'esprit des intéressés, elles sont toujours à même de muter en solidarité. Mais à même seulement. Il ne faut pas se raconter des histoires. En temps ordinaire, toute la sociologie s'oppose à cette mutation. Les étudiants, normalement, sont conformés pour venir renouveler le stock des CSP+, obtenir assez facilement le crédit pour leur Renault Scénic, peut-être même accéder à la propriété. En tout cas, ne jamais voir un étudiant de leur vie. Comme on sait depuis longtemps, les frontières invisibles du monde social offrent un principe de compartimentation où le pouvoir trouve la meilleure garantie de sa tranquillité. À ceci près que le pouvoir néolibéral, qui est indissolublement un pouvoir stato-capitaliste, ce pouvoir que plus rien ne retient depuis 3 décennies, a logiquement fini par se croire tout permis. Aussi ce capitalisme qui n'a plus aucun sens de l'abus, s'est-il mis à maltraiter tout le monde, à violenter indistinctement, et jusque des populations qui constituaient pourtant sa base sociale, les cadres par exemple, les cadres présents mais aussi les cadres futurs, donc les étudiants, qui d'ailleurs se font de bonne heure une idée assez nette de ce qui les attend dans la vie professionnelle, en commençant avec des stages pourris, en enchaînant avec des CDD précarisés, payés au lance-pierre, etc. Et c'est alors que la grande continuité salariale reprend le dessus, et finit par l'emporter sur les autres discontinuités sociologiques. Le commun principal apparaît derrière les différenciations secondaires. Et oui, les conditions sont réunies pour que les continuités mutent bel et bien en solidarité. Malheur au pouvoir qui a laissé se produire de telles coalescences.
en effet, parce que nous en sommes bien là, et que la décompartimentation, la convergence des luttes jadis séparées, entraîne inévitablement le dépassement des questions que chacune posait localement par devers soi, vers des questions d'une bien plus grande généralité, adéquates précisément à ce qui leur est commun. Dans ce cauchemardesque alignement de planètes, le pouvoir se retrouve confronté non seulement à la réunion de gens qu'il s'efforce habituellement de tenir séparés, mais à des questions qu'il s'efforce de maintenir refoulées. Les questions préalables au paisible exercice de l'administration ordinaire, qui peut à la rigueur répondre à la question « comment ?», mais qui se trouve totalement déconcerté quand on lui demande « pourquoi ?». Or, pour ce qui nous concerne, nous en sommes maintenant à quelques pourquoi assez fondamentaux. Qu'il soit bien clair désormais que nous nous foutons de la loi El Khomri. Bien sûr, la loi El Khomri est là, et je serais presque tenté de dire, à notre plus grande satisfaction d'ailleurs, il nous manquait réellement un petit quelque chose pour faire précipiter à grande échelle tout ce qui est en suspension depuis si longtemps. En tout cas, de ce que nous nous foutons de la loi El Khomri, il suit que nous ne revendiquons nullement qu'elle soit modifiée ou réécrite. Nous ne revendiquons pas de droit, nous ne revendiquons pas du tout d'ailleurs. Revendiquer, c'est déjà s'être soumis. Revendiquer, c'est s'adresser à une puissance tutélaire aimable, à un débonnaire bienfaiteur. Les enfants réclament, grandis, ils revendiquent. Eh bien, pour le plus grand malheur du bienfaiteur présent, nous sommes plutôt décidés à sortir de l'enfance politique. Et en politique, s'extraire de la condition infantile, en finir avec l'état de minorité, c'est commencer à poser pour son propre compte des affirmations. Alors disons les choses tout de suite et sans détour. Avec l'État grand E, l'État qui ne reconnaît que pour lui-même et pour lui seul l'État de la majorité et le monopole des affirmations, il est possible que ça ne se passe pas très bien avec lui. Le monopole parental, le monopole bienfaiteur, n'aime pas être contesté et il n'aime pas être défait. Il va pourtant falloir qu'il s'y fasse. La puissance tutélaire, qui se croit la seule puissance affirmative, a pour habitude de cantonner ses sujets à la réception passive, c'est-à-dire au droit de dire oui, ou de temps en temps à la rigueur de chouiner un peu, de préférence entre république et nation. Et la puissance tutélaire tombe de haut quand elle découvre ce qu'elle peut à peine concevoir, que les gens sont fort capables d'affirmer des idées à propos de ce qui les intéresse au premier chef, leurs existences mêmes, et spécialement leur existence au travail. Ils le peuvent d'autant mieux qu'ils reçoivent aujourd'hui cette aide inespérée à la clarification de leurs idées que leur apporte la loi El Khomri, qui se propose comme jamais d'établir l'empire complet du capital sur le travail. En réalité, cet empire-là, bon nombre de salariés en avaient déjà l'idée claire et distincte. Tous ceux de nos camarades salariés qui se sont exprimés à cette tribune savent de première main ce qu'il en est de vivre sous l'arbitraire souverain du propriétaire des moyens de production. Mais la loi travail, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs tout aussi bien appeler la loi capitale, cette loi travail aura eu ce merveilleux pouvoir de faire encore mieux connaître à ceux qui s'apprêtent au salariat ce qui les attend, de nous conduire à prêter l'oreille à ceux qui y sont déjà dans les positions les plus fragilisées, que personne n'entendait plus, alors qu'ils ont tant de choses à raconter. Bref, elle aura eu le merveilleux pouvoir de nous réunir. Et pas seulement de nous réunir autour de questions fondamentales, parmi lesquelles celle-ci. Qui a besoin de qui ? Entre les propriétaires du capital et les salariés, qui a le plus besoin de l'autre ? C'est une question qui n'a rien de neuf. Les années 70 se l'étaient déjà posée pour leur compte, et avec beaucoup d'intensité. Elle n'a certainement rien perdu de son actualité depuis. Et c'est d'ailleurs bien plus qu'une question. C'est un fer de lance. C'est un critère. C'est-à-dire une arme pour faire la décision. Malheureusement, pour ceux qui croient être du côté du manche,
le critère ne tranche pas en leur faveur. Eh bien, le jour où de cela, tout le monde aura une claire conscience, je ne donne pas cher de leur peau. Si ce qui se passe maintenant a un sens, il est de nous préparer à les oublier et de commencer déjà à réfléchir à la manière dont nous vivrons sans eux, c'est-à-dire dont nous vivrons pour nous, à demain dans la rue et à la nuit debout. Ça a commencé il y a quelques semaines à la Bourse du Travail, lors d'une soirée pas trop arrosée organisée par le journal Fakir et réunissant un bon millier de personnes. Il y en a un paquet qui sont restés dehors. C'est peut-être le film Merci Patron qui nous était monté à la tête, mais le thème de la soirée c'était « Comment leur faire peur ?» C'est vrai qu'il y avait pas mal d'hommes et de femmes particulièrement énervés ce soir-là. Des intermittents, des salariés, syndiqués ou non, des arracheurs de chemises peut-être, mais certainement pas de boxeurs de lycéens ni de matraqueurs d'étudiants. Des enseignants, des lycéens, des étudiants, des militants associatifs pour les sans-papiers, pour les migrants, pour le droit au logement, je ne vous dis pas toute la liste, il y avait pas mal de monde. Bref, beaucoup de personnes différentes, mais qui ont en commun pas mal de raisons d'être énervées. Parmi ces raisons d'avoir les nerfs, il y a les cadeaux fiscaux au patronat, l'austérité, la loi renseignement, l'état d'urgence, les lois antiterroristes, le projet de réforme pénale, le projet de réforme du collège, Notre-Dame-des-Landes, le traité transatlantique de libre-échange, la liste est longue et pas exhaustive. Il y a aussi le comportement de certains dirigeants syndicaux. Dans cette liste, bien sûr, la loi travail, celle contre laquelle vous êtes actuellement mobilisés à l'université. Que les choses soient claires. Personne parmi nous ne se sent trahi par un gouvernement se déclarant de gauche, car personne n'avait nourri de faux espoirs. Nous savons depuis quand le néolibéralisme est à l'œuvre, et donc à quel point l'alternance des gouvernements ne change rien à ce qui nous énerve. Les gouvernants ne croient pas si bien dire. Pour nous, il n'y a pas d'alternative. Ils ont raison. Si nous continuons à lutter chacun de notre côté, on y passera tous et ils iront jusqu'au bout. Pour inverser le rapport de force, il faut nous rassembler. Il n'y a pas d'alternative, c'est clair. On est là pour parler de convergence des luttes. Si nous voulons leur faire peur, donc, et les faire plier, nous devons associer notre nombre et notre détermination. C'est pour ça qu'on vous invite à rejoindre la Nuit debout, demain soir place de la République. Ce ne sera que le début, et pas la fin de quelque chose, le début. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'initier la convergence des luttes et de dépasser ce que nous ne voulons pas pour commencer à dire ce que nous voulons. De ça aussi, ils ont peur.
et émancipateur. C'est un peu délirant, certainement fou, mais enfin, quel autre choix avons-nous ? Évidemment, il y a une projection du film Merci Patron à 22h30 place de la République. Il y aura aussi une scène musicale avec HK et Saltimbanque, la Parisienne Libérée, la Rapia, la Consolable. Il y aura des assemblées citoyennes, il y aura des dortoirs posés sur la place de la République pour dormir sur place. Il y a une déclaration pour 3 jours renouvelable à la place de la République. S'il pleut trop, on ira ailleurs. On a un plan B sur le tract distribué demain. Il y a un 06. Si on se fait dégager, on ira ailleurs. C'est le début. C'est le début de la grève générale qu'on va construire tous ensemble. À Paris, depuis le début à Paris, on a essayé de construire la convergence des luttes. Et grâce à l'Union des travailleurs, on arrive de mieux en mieux. On a aussi construit l'union des gens, des enseignants, des UFR avec des AG. On a aussi essayé d'avoir le personnel administratif qui vienne à nos AG, qui viennent en manifestation après. Il y a la grève des doctorants qui se fait parallèlement et qui s'y joint à nous, avec presque la totalité des écoles doctorales qui nous rejoignent et qui sont en grève. On construit la grève, on l'a construit à P1, on l'a construit à P8, mais dans tellement plus d'universités en France et à Paris. Et ça se voit avec les coordinations franciliennes et nationales qui ont lieu régulièrement, qui organisent, qui discutent sur le mouvement. Alors oui, il y a des réunions qui sont souvent super longues, mais très intéressantes. Il y en a une demain, il y en a une samedi. Mais surtout, on fait des actions. Et les actions, il faut qu'on vous les raconte parce qu'elles sont géniales. On en a fait une devant Tolbiac, peu après qu'il y ait eu la répression dans cet amphi même. On a repeint la fac, on a chanté des chansons, il y a eu des intervenants, et c'était fort, c'était symbolique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au MEDEF. Et en plus, notre grande fierté, c'est qu'on a devancé les flics. Ils étaient obligés de nous envoyer des gens des renseignements généraux pour nous suivre, pour savoir où est-ce qu'on allait. Et on leur a lancé du coca, on leur a lancé des confettis sur le MEDEF. Et on leur a dit, Pierre Gattaz au chômage, demain c'est grève générale. Et ces actions, en plus d'être super bonnes pour le moral, parce que beaucoup d'entre nous, on est assez fatigués de toujours essayer de se mobiliser, en plus, ça montre notre capacité à nous organiser. Et ça fait très peur au gouvernement, bien sûr. Ce gouvernement, il a peur d'un mouvement national. Il a encore plus peur de la convergence. Il se rend compte de ce qu'on peut être la puissance de ce mouvement et l'ampleur qu'il pourrait avoir. La preuve, c'est la répression qu'on vit régulièrement, la répression qu'on a eue à Paris et qu'il y a eu aussi dans toute la France. À Nantes, à Lyon, à Strasbourg. Il y a aussi la surveillance. Il y a plusieurs de mes camarades qui sont, et peut-être moi, sur écoute. Mais c'est complètement hypocrite de la part de ce gouvernement. Attendez, on est en état d'urgence, on est censé être en guerre, et le terrorisme. Et c'est nous qu'on vise? Sérieusement? Après avoir réprimé les écolos pendant la COP21, maintenant ils viennent nous chercher nous. Mais on se battra bien sûr. Le 24, il y a 11 quarts de policiers qui sont passés devant Tolbiac pour aller nous empêcher de faire une manif spontanée tout à fait joyeuse et non violente. On est resté 2 heures avec eux, ça permet de faire connaissance. Nous, on les dénonce cette violence, ces violences d'État, qu'elles soient à Paris, à Bergson et à Nantes. Et ce ne sera pas un fois pour le mouvement, et c'en est pas un, parce que le 24, vous savez quoi, on était 1000 en AG, près de 1000 personnes. Et la colère en France, elle est générale, surtout après la vidéo du lycéen qui a été battu à Bergson. On la sent, cette colère. Et ce qu'ont montré les intervenants ce soir, c'est pas qu'il y a un travail. C'est pas ça. Ça, c'est l'élément d'enclencheur. Il y a une colère tellement plus grande qui s'exprime aujourd'hui.
Et cette colère, on veut l'accompagner avec une grève générale et un mouvement. Parce que nous, étudiants, comme les travailleurs ont besoin de nous pour les mobiliser, nous on a besoin des travailleurs pour mettre en échec l'économie de ce pays, le mettre en arrêt, faire changer ce gouvernement d'avis et qu'ils arrêtent d'essayer de nous écraser. Ce meeting, tous ensemble, toutes et tous ensemble, c'est une réussite parce que là on a vu des étudiants, on a vu des lycéens, des travailleurs, des avocats, des universitaires, de tous les secteurs. Pour les travailleurs, les universitaires, bon, les universitaires. Et on s'unit pour lutter contre ce gouvernement qui utilise cet état d'urgence pour faire passer la loi travail, alors qu'on sera au chômage, hein, qui nous promet à tous la précarité. Pourquoi? Pour les profits un peu plus grands de certains patrons et de certains actionnaires. Et nous, notre réponse, c'est ni cher un patron, ni cher un matraque, les étudiants contre-attaquent. Administratif de P1 à une AG à 10h ici. Après, on partira tous ensemble à midi. On se donne rendez-vous devant Tolbiac à midi pour un départ commun. On va passer par la gare d'Austerlitz car ils nous ont appelés et on vient. On va passer par l'Auto-Salon. Et on va aller faire du bruit demain. Ils vont en péter les tampons, je vous assure. Et après, on se donne rendez-vous pour la nuit de Coups à République. Là, on pourra construire à la fois la convergence des luttes et à la fois la grève générale. Et enfin, vendredi, on fait une autre AG à la Sorbonne. Ah, on aime bien aller à la Sorbonne. Hein. À 14h à la Sorbonne. Le soir à Paris 3, à Sancier, il y a la diffusion du film Comme des lions qui est tout à fait d'actualité. Et ensuite, on fait rendez-vous parce que bien sûr, c'est pas fini. Hein. Le 5